Bienvenue dans l'émission Europe du Mur des podcasts que nous enregistrons aujourd'hui en direct de Strasbourg à l'occasion d'une session plénière en ce janvier 2024 à Strasbourg. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec l'eurodéputé Emmanuel Morel du groupe La Gauche et du parti Gauche républicaine et sociale et de solidarité. C'est ça. Socialiste. Et socialiste, pardon, excusez-moi. Il y en a encore qui assument ce terme. Exactement. Bonjour, Monsieur Morel. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui peut vous intéresser très concrètement dans votre vie de tous les jours, parce que souvent le soir, vous regardez des séries à la télévision ou via Internet. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un principe que vous ne connaissez pas forcément, qui est le géoblocage. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'installer du géoblocage dans le milieu culturel? Pourquoi est-ce qu'on a besoin dans un monde sans frontières de le mettre? On va discuter un petit peu de tout ça, mais je voudrais juste rappeler à nos auditeurs et donc les gens qui vont pouvoir nous regarder en vidéo, puisque comme nous sommes à la Voxbox du Parlement européen, on va pouvoir voir également... Ils ont de la chance. Ils vont pouvoir voir nos trognes sur le site de westfrance.fr. Il faut rappeler que quand même le principe de la construction européenne, c'est justement un peu de supprimer ces frontières entre Européens. L'idée, c'est de permettre les échanges, les commerces. Et donc, dans le monde avec Internet, car oui, chers auditeurs, on a eu un monde sans Internet, je tiens à le rappeler. Depuis, on peut acheter, par exemple, une liseuse numérique en Italie ou en Allemagne, et pas simplement en France. Et en tout cas, c'est ce que veut... promouvoir la Commission européenne et du parti du Parlement européen sur promouvoir le commerce. Mais vous, Monsieur Morel, vous avez fait adopter, au terme d'une grande bataille politique, vous avez fait adopter dans la session plénière, au moment des votes de décembre 2023, un amendement sur le géoblocage pour le domaine culturel et sportif. Déjà, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs quel est le principe du géoblocage? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de géobloquer? C'est quoi le géo? Alors, vous avez rappelé quelque chose qui est évident dans l'Union européenne, c'est la liberté de circulation des marchandises. Et en effet, si vous voulez acheter une machine à café, on va dire en Roumanie, vous en avez le droit en vertu du principe de libre circulation des marchandises. Mais précisément, la culture n'est pas une marchandise. Et d'ailleurs, les traités le reconnaissent, c'est l'article 167 qui dit qu'il faut promouvoir la diversité culturelle, donc l'exception culturelle, et à ce titre, une œuvre culturelle ne peut pas être considérée comme une marchandise comme une autre. Et c'est quoi le géoblocage? C'est quelque chose de tout simple, c'est l'exclusivité territoriale d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle. En l'occurrence, c'est de ça dont on parlait. C'est-à-dire qu'en gros, je suis un producteur, je vais prendre des risques, je vais financer une œuvre en France. Quand le film va sortir, s'il a été produit uniquement en France, il sera visible en France. Et si vous voulez le voir en Allemagne, en Suède, en Angleterre, il faudra que des diffuseurs le payent. Pourquoi? Parce que derrière un film, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des créateurs, il y a des réalisateurs, des acteurs, mais il y a aussi des techniciens. Et tous ces gens-là, ils méritent d'être rémunérés. Or, évidemment, si vous avez pris un risque financier, vous avez besoin d'un retour sur investissement. Donc, le géoblocage, c'est ça, c'est la diffusion territorialisée. Et si on veut en bénéficier, faut payer. Ce qui me semble totalement indispensable au moment où on essaie de promouvoir la création européenne. La création européenne, par définition, c'est quelquefois prendre des risques, c'est faire des films qui sont parfois des films d'auteur, parfois des films audacieux, des films hardis. Et si on veut se battre contre l'uniformisation culturelle, il faut garder le principe du géoblocage. Donc il y avait un enjeu très important et ce qu'on est parvenu à faire, et franchement, moi, j'ai beaucoup de fierté. Il n'y a pas que moi, il y a aussi un collègue de droite qui s'appelle Geoffroy Didier et bien d'autres collègues, parce que c'était une entreprise qui était totalement transpartisane. L'idée, c'était de dire on préserve, on sanctuarise la création culturelle, notamment cinématographique et audiovisuelle. On y est arrivé au terme de très longs débats, mais moi, je m'en félicite parce que c'est indispensable pour faire vivre l'Europe de la culture. Alors, pour être encore plus concret que tout ce que vous venez d'expliquer, c'est par exemple la série humoristique sur le Parlement européen qui s'appelle Parlement, qui est diffusée sur la plateforme de France TV. Elle était accessible tout de suite en France via cette plateforme-là. Par contre, les Belges qui, à Bruxelles par exemple, ne pouvaient pas la regarder parce que justement ils étaient géobloqués. On détectait qu'ils étaient en Belgique et qu'il a fallu qu'ils attendent la diffusion sur les chaînes belges pour pouvoir découvrir cette série. Mais d'abord, il faut réapprendre la patience. Je l'ai constaté à l'occasion du débat avec des collègues. On est rentré dans une période
où c'est quelque chose d'un peu adolescent, l'exigence du tout de suite. Hein, il faut que c'est l'immédiateté. Ben non, il y a des choses qui se méritent et qui s'attendent. Et en l'occurrence, une série comme alors Parlement, je peux prendre une autre série. Hein. D'abord parce que souvent il y a des coproductions européennes. Hein. Voilà, exactement. Donc si c'est coproduit par exemple de façon franco-allemand, espagnol, ça sera visible dans les 3 pays. Mais en l'occurrence là, les Belges ne faisaient pas partie. Il faut qu'ils attendent. Moi, ça me choque aucunement. Et puis en plus. Il ne faut quand même pas exagérer, hein. C'est un problème qui ne concerne pas beaucoup de monde. Là, il y a des collègues qui disaient les larmes aux yeux, mais vous comprenez, moi, ma femme, elle veut voir à Bruxelles son feuilleton tchèque. Bon, ça concerne quoi? Ça ne concerne pas beaucoup de monde. Et puis il y a aussi, il ne faut pas oublier, hein, il y a une directive européenne qui s'appelle la directive portabilité. Si vous payez un abonnement dans votre pays pour, je ne sais pas, par exemple, prenons Canal+, vous pouvez le voir quand vous êtes à Bruxelles ou à Prague. Hein. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui concernait le plus grand nombre. Ça concerne les gens mobiles et puis aussi un peu la bulle bruxelloise. C'est pour ça que les gens se sont émus. Mais on avait des adversaires qui étaient costauds. Les adversaires costauds, c'est quoi? C'est les plateformes. Ouais. Parce qu'eux, ils ont tout intérêt, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une diffusion immédiate dans toute l'Europe. Il faut mettre beaucoup d'argent. Qui est en capacité de mettre à ce point de l'argent? C'est Netflix, Amazon, Paramount & Co. Parce qu'eux, ils ont les moyens de justement mettre beaucoup d'argent. Est-ce qu'il leur fait réduire des coûts d'échelle voilà. Je vais vous donner un exemple. Un film en France, un film moyen, c'est 5 millions d'euros. Un blockbuster, on est plus proche de 50. Et encore 50, aujourd'hui, on va jusqu'à 200, 300 millions d'euros. Évidemment, les petits producteurs indépendants français ne sont pas capables de mettre sur la table autant d'argent. Donc il faut préserver la diversité, il faut préserver aussi des films qui, a priori, ne vont pas faire beaucoup d'entrées, et d'ailleurs parfois en font beaucoup, mais qui participent de cette diversité culturelle. Alors, je me permets de vous dire que ça peut paraître un peu, pour nos auditeurs, peut-être un peu contre-intuitif de bloquer la diffusion d'un contenu pour favoriser justement sa diffusion. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, s'il y a plus de gens qui regardent, par exemple, en Allemagne, la série Parlement sur la chaîne de France TV, France TV va toucher plus d'argent avec les publicités. Pourquoi est-ce que justement, vous dites, non, au contraire, attention, il faut penser différemment? D'abord, parce qu'il y a 2 choses. D'abord, il ne faut pas oublier quand même que l'audiovisuel, le cinéma, c'est un secteur économique. On oublie trop souvent, on a l'impression que, encore une fois, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui investissent, et donc il faut qu'ils aient un retour sur investissement. Et ensuite, ce qui est intéressant, je vais vous prendre un exemple très concret. Vous vous souvenez de la série Baron Noir sur Canal+? C'est une série... Il a dû vous rappeler vos années d'OPS. Peu importe, justement, c'est une série qui parle... au départ d'un député et de la vie interne au PS. On se dit ce truc totalement français, ça n'intéressera personne d'autre. Et parce que c'était bien écrit, parce qu'il y avait un message universel, parce que les acteurs étaient formidables, ça a été acheté dans 80 pays. Mais précisément, ce que les gens ont aimé, c'est que c'était quelque chose qui est sorti d'un esprit français, en l'occurrence très brillant, les scénaristes sont très brillants, et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ça les concernait aussi, leur rapport au pouvoir, leur rapport à la politique, leur rapport au militantisme. Mais moi, c'est ça que je veux préserver. Voilà, donc je ne veux pas que dès le départ, on se dise on va faire un film qui va être diffusé partout. Et dans ce cas-là, on va rentrer dans une forme d'uniformisation des contenus, des scénarios, des histoires. C'est précisément contre quoi je m'élève. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Monsieur Morel. Vous aimez bien ça? Oui, tout à fait. C'est mon rôle en tant que journaliste, on aime bien ça, vous savez. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer une génération de pirates qui vont apprendre à utiliser ce qu'on appelle des VPN? Alors, chers auditeurs, je ne vous encourage pas à le faire pour piller des contenus qui devraient normalement être payés, mais il y a cette habitude-là de certains jeunes notamment, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui utilisent un VPN pour cacher leur localisation et pouvoir comme ça consommer ce contenu. Vous savez, ce n'est pas un amendement sur le géoblocage qui va faire disparaître une génération pirate qui existe déjà. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, parce que moi je vois bien, et il y a des collègues qui sont comme ça, qui disent mais attendez, c'est la liberté. D'ailleurs, vous remarquerez que les pirates auxquels vous faites allusion sont vraiment les alliés objectifs du néolibéralisme américain. Parce que vous avez d'un côté ceux qui disent la culture c'est une marchandise comme une autre, donc il faut que ça soit diffusé partout comme ça sans droit d'auteur, et de l'autre les pirates qui se disent mais Internet doit être un espace de liberté, de gratuité, mais ça c'est bullshit, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc ce qu'ils font, c'est un délit. Alors évidemment, j'en connais plein, des hackers et des pirateurs. Mais ils participent, même s'ils ne s'en rendent pas compte, de la destruction de quelque chose qui est un bien précieux, qui est le génie culturel de l'Europe. Et le génie culturel de l'Europe, il parle plusieurs langues, il invente des histoires complètement différentes. C'est un imaginaire qu'il faut préserver. Alors,
On a beaucoup parlé d'œuvres culturelles, mais votre amendement ne concerne pas que la culture, il concerne aussi le sport. C'est justement pour permettre de faire le maximum d'argent à ceux qui, à l'UEFA par exemple, pour la diffusion de la Ligue des Champions. Non, mais ça, ce qui est vrai, c'est que dans le football, parce que c'est pas vrai dans tous les sports, hein. Franchement, compétition de kayak, vous voyez, par exemple, là, on est tellement dans un business model ultra-capitaliste qui est fondé sur l'accumulation de milliards d'euros dans certains clubs, hein, certains sont même valorisés en bourse, que parfois, oui, en effet, c'est too much. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le principe. Après, si vous voulez qu'on légifère sur un certain nombre de choses dans le football, on peut le faire. Je vais vous donner une idée. Alors, vous êtes très européiste, ça va vous choquer. Vous vous souvenez de l'arrêt Bosman? Oui. L'arrêt Bosman, c'est un arrêt de la Cour de justice, toujours au service du marché, hein, la Cour de justice, qui dit vous avez le droit d'avoir plus de 3 joueurs étrangers dans votre club. C'est ça qui fait que... Plus de 3 joueurs européens, à l'époque, c'était ça. Oui, mais maintenant, c'est plus le cas. Oui. Et ça a fait exploser complètement les droits et le business du foot. Ouais. Si vous voulez vraiment qu'on parle du sport, revenons là-dessus. Je me permets de rappeler qu'à l'époque, l'arrêt Bosman, c'était aussi un arrêt qui permettait de protéger les joueurs. Et en l'occurrence, Bosman était un gardien qui ne pouvait pas aller dans d'autres clubs parce que son président... Il me semble que c'était un gardien. En tout cas, c'était un joueur qui était bloqué dans son pays et qui ne pouvait pas... mais la conséquence concrète de cet arrêt, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est des clubs espagnols où il n'y a pas un espagnol, ou des clubs français où il n'y a pas un français. Ça, moi, je veux bien qu'on interroge le modèle économique du foot, parce que ça ne concerne que le foot en réalité, ça ne concerne pas les autres sports. Mais à mon avis, ce n'est pas le sujet. Comment est-ce qu'on favorise justement cette création européenne pour éviter que les mastodontes comme Netflix, comme Amazon, que vous avez cité tout à l'heure, vampirisent un peu le marché? On a vu que TF1 et M6 avaient tenté de s'allier sur des plateformes, ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce qu'on favorise l'émergence d'un champion européen culturel? Non, mais déjà, moi, je suis pour qu'on impose aux plateformes un certain nombre de règles. La première règle, c'est un quota. Vous pouvez vous installer dans un pays européen que si vous diffusez, aujourd'hui c'est 30% d'œuvres européennes. Moi je serais pour qu'on monte encore plus. D'ailleurs la France est un peu en pointe là-dessus. Ensuite, il faut les obliger, c'est le cas aussi, mais il faut aller plus loin à mon avis, à participer au financement des œuvres européennes. Puis, il y a peut-être le problème aussi comment est-ce qu'on définit une œuvre européenne, parce que des fois... ça c'est le sujet qui vient, c'est dans le prochain mandat. C'est qu'aujourd'hui, c'est une vieille définition, aujourd'hui une œuvre européenne, c'est pas qu'une œuvre produite par des pays de l'Union européenne. Ouais. Il peut y avoir, en l'occurrence, des Turcs, des Ukrainiens et des Britanniques. Oui. Et là, on a un petit souci. Pourquoi? Parce que, par exemple, Barbie, c'est considéré comme une œuvre européenne, parce qu'il y a du financement britannique dedans. Le blockbuster... qui est le plus gros blockbuster de l'année, qui a fait, je crois, plus de 1 milliard de recettes. Ouais. Bon, donc là, il va falloir revoir le truc. Oui, vous voyez mais sinon, imposer des règles aux plateformes, et puis surtout, préserver notre modèle à nous de subventionnement, parce que aujourd'hui, le CNC, en France, je crois que c'est 750 millions d'aides. Ouais. Résultat, regardez les films français cette année. Et regardez le nombre d'entrées, parce qu'en fait, le public, il suit. Contrairement à ce qu'imaginent certains collègues qui sont totalement fascinés par le modèle américain, nous, en France, plus de 40% des films qui sont vus, c'est des films français. Tout le monde nous envie en Europe, tout le monde nous envie ce modèle-là. Alors, par pitié, préservons-le. Eh bien, écoutez, je vous propose de terminer sur cette note positive, pleine d'espoir en tous les cas, cette émission. Chers auditeurs, et puis peut-être gens qui nous regardaient, qui regardaient nos bobines sur le site internet de Ouest France, je vous invite, s'il vous plaît, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme pour encourager la visibilité de notre émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, on vous remercie. En tous les cas, vous êtes plusieurs milliers chaque mois à écouter nos épisodes, et ça nous fait bien plaisir. Ça nous donne aussi de la visibilité à des eurodéputés comme Monsieur Morel, qu'on ne voit pas beaucoup dans les plateaux télé. Mais vous finissez par un truc pas gentil. Mais avec les européennes, on va vous voir plus, puisque vous allez être candidat. Vous inquiétez pas. On ne s'inquiète jamais pour vous, de toute façon. Je ne m'inquiète pas en termes de visibilité. Voilà. Je m'inquiète pour mes combats, là, qu'il faut continuer à mener. Eh bien oui, effectivement, puisque la législature continue. Merci, chers auditeurs. Au revoir et à bientôt dans l'émission Europe du mur des podcasts.